Français, les nouvelles technologies au service de la modernisation des territoires. En octobre 2016, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation confie à vos rapporteurs la rédaction d'un rapport d'information consacré au rôle de nouvelles technologies au service de la modernisation des territoires. À travers ce travail, votre délégation souhaitait repérer, répertorier et mettre en valeur les innovations portées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur politique locale, que ce soit en matière d'accès à la communication et à l'information, d'énergie, de transport et de mobilité, de gestion des déchets, de relations administratives avec les citoyens, de santé des personnes âgées ou encore de sécurité. La volonté était ainsi d'apprécier la capacité d'innovation des collectivités territoriales à travers des exemples concrets qui participent à la dynamisation locale et permettent à nos concitoyens et à nos entreprises de bénéficier d'un environnement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement durable. C'est aujourd'hui une certitude, les nouvelles technologies sont un puissant facteur de modernisation, de croissance et d'attractivité pour nos territoires, indispensable pour offrir aux citoyens et aux entreprises des conditions optimales d'émancipation, de développement et d'insertion dans la société. Historiquement, ce fut le cas avec les réseaux d'eau, d'énergie ou de transport, mais aujourd'hui, c'est sur le fond d'un déploiement planétaire des technologies numériques à travers les réseaux d'information et de communication que s'opère une transformation durable de nos économies, de nos modes de vie, quels que soient les territoires considérés. Désormais, la conscience est largement partagée quant au fait que la valeur d'un territoire est en grande partie fonction de sa capacité d'innovation. Pour créer de la valeur ajoutée ou pour attirer des hommes, des entreprises et des ressources, les collectivités doivent miser sur les nouvelles technologies. Des technologies qui permettent certes de créer localement de la connaissance et de l'activité, mais aussi et surtout de produire davantage de liens et de cohésion sociale. En quelques années seulement, les collectivités territoriales sont devenues de véritables incubateurs de l'innovation des territoires où peut s'exprimer l'intelligence territoriale. Développement du très haut débit, lancement de services en ligne dématérialisés, éclairage public intelligent, collecte de données pour gérer en temps réel la production et la consommation d'énergie, capteurs pour mesurer la qualité de l'air, transport collectif sans chauffeur, stationnement intelligent, véhicules équipés de bras robotisés pour la collecte des déchets, plateformes numériques de participation citoyenne, services de télémédecine, surveillance des risques d'incendie par drone, vidéoprotection, etc. Les exemples concrets d'innovation technologique au service de nos concitoyens et de la modernisation des territoires sont infinis. Cette technologie qui connecte nos territoires les rend aussi plus intelligents grâce à un ensemble de systèmes dits smart, bâtiments, transports, réseaux électriques. Ces systèmes, à l'image du corps humain, sont reliés au cerveau ou au système nerveux central qui a en charge la mémoire et l'analyse de millions de données collectées Big Data. L'émergence de collectivités smart ne doit pas être redoutée, mais au contraire encouragée, sous réserve bien sûr d'un accompagnement raisonné. En effet, la liste des avantages liés à la révolution technologique de nos territoires est longue. Une gestion plus économe des ressources, des services publics plus performants, une empreinte écologique moins lourde, un entrepreneuriat local plus dynamique, surtout en favorisant le déploiement de nouvelles technologies. Les communes, les départements, les intercommunalités, les métropoles et les régions peuvent contribuer à offrir un service public amélioré en simplifiant la vie quotidienne des usagers. Cet effort de modernisation est aussi dans l'intérêt des collectivités, car l'optimisation de leurs équipements et infrastructures devient une source d'économie, une réponse à leurs difficultés budgétaires. Lorsqu'une municipalité fait par exemple le choix d'installer un détecteur de présence dans les vestiaires des bâtiments sportifs communaux,
Elle peut optimiser l'utilisation du chauffage ou des lumières et réduire la facture énergétique. Les politiques d'innovation des collectivités territoriales ne s'appuient d'ailleurs pas seulement sur les nouvelles technologies. Elles reposent aussi fréquemment sur des changements organisationnels, quelle que soit la forme prise par ces innovations. Les élus locaux ont à cœur qu'elles ne soient pas créatrices de nouvelles fractures territoriales, mais au contraire porteuses de davantage de cohésion sociale, économique et culturelle. Ils ont aussi pleinement conscience que ces innovations ne peuvent être portées qu'en partenariat avec d'autres acteurs publics et privés. Les exemples présentés dans ce rapport sont bien des projets collaboratifs qui impliquent différents acteurs du territoire, entreprises, citoyens, partenaires académiques et institutionnels. À travers cette contribution, votre délégation a ainsi souhaité montrer l'existence de bonnes pratiques locales dans la diversité de nos territoires. Grâce à la pédagogie par l'exemple, l'objectif de ce travail est donc de diffuser des solutions innovantes et des pépites technologiques qui pourront inspirer demain les décideurs publics locaux. Toutefois, votre délégation est pleinement consciente que ces innovations ne sauraient être envisagées comme des expériences à généraliser partout, avec les mêmes méthodes et au même moment. Les dynamiques de modernisation sont diverses. Elles sont fonction des histoires, des ressources et surtout des hommes et des femmes qui, au sein des territoires, les initient et les portent. Vos rapporteurs sont persuadés que les élus locaux auront toute l'intelligence pour relever ces défis en vue de construire les territoires de demain, des territoires intelligents et connectés pour répondre en priorité aux nouveaux besoins de leurs habitants. Le déploiement des technologies de l'information et de la communication est devenu en moins de 10 ans seulement une condition essentielle au développement des territoires. En effet, le territoire de demain sera connecté et interactif, permettant aux habitants de gérer une palette de services en temps réel, stationnement, information, transport, énergie, tourisme, consommation, etc. Et donc d'améliorer leur qualité de vie au quotidien. François de, François de Coster, représentant de l'Association des maires de France, le relevait lors de son audition. Le numérique n'est pas une fin en soi, mais il doit être mis au service des politiques publiques. Dans cette perspective, la connectivité des habitants et des entreprises devient un enjeu crucial. L'utilisation des smartphones et autres applications connectées nécessite évidemment des réseaux performants, car sans eux, pas de service. Disposer par exemple d'un réseau Internet très haut débit en Wi-Fi ou grâce à la fibre, ou encore d'une qualité de couverture en réseau téléphonique 3G, 4G, sont des conditions indispensables du territoire connecté. Les potentialités portées par le très haut débit conditionnent tous les autres domaines propres au territoire intelligent. Télémédecine, télétravail, téléformation, vidéoprotection, réseau de capteurs pour l'énergie, les déchets, l'eau, les transports et le stationnement. Dans une approche comparative, vos rapporteurs se sont intéressés au modèle de la ville-État de Singapour, considéré aujourd'hui comme une référence mondiale en matière de Smart City, et qui doit en grande partie son développement de ces dernières années au déploiement du très haut débit. Le plan lancé par la ville en 2007 lui a en effet permis de disposer d'un réseau extrêmement performant, que ce soit en termes de volume de données échangées, avec une vitesse de connexion 16 fois plus rapide qu'en France, ou en termes de tarifs considérés comme les plus compétitifs au monde. Au niveau national, vos rapporteurs se sont justement intéressés à l'initiative de la ville de Paris, qui expérimente depuis 2006 un dispositif de borne Wi-Fi publique pour garantir un service d'accès public à Internet. Ouvert à tous, ce service gratuit dans la limite de 45 minutes de connexion est disponible dans plus de 260 sites publics et consolide l'attractivité touristique de la capitale. À long terme, les élus locaux n'ignorent pas que pour maintenir l'activité économique ou l'attractivité de leur territoire, ils n'auront d'autre choix que d'investir dans les technologies permettant la couverture numérique. Or, la fracture numérique est une réalité pour de nombreux territoires de la République, encore exclus de cette nouvelle technologie.
Ces dernières années, le numérique est devenu un des aspects à part entière de la fracture territoriale. L'absence de connectivité matérialisée par les zones blanches, souvent plus nombreuses sur le terrain que sur les cartes officielles, est vécue aujourd'hui par nos concitoyens comme une forme de déclassement. C'est pourquoi vos rapporteurs jugent indispensable d'éradiquer la fracture numérique dans notre pays, une conviction partagée par notre collègue Patrick Chaise, président de l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel, qui relevait au cours de son audition l'accès de tous nos concitoyens et de toutes nos entreprises au réseau est absolument prioritaire. Poursuivant, sans cet accès de base, il ne saurait y avoir un déploiement des services propres aux territoires intelligents et connectés. En ce sens, le numérique apparaît bel et bien comme un enjeu à part entière de l'aménagement du territoire. Les initiatives locales méritent donc d'être saluées et encouragées, car sur le terrain, nombre de locaux et d'usagers se plaignent encore de difficultés réelles d'accès au réseau, s'appuyant pour cela sur les opérations conduites pour évaluer le débit et la qualité des services de connexion, navigation Internet, latence, temps de transfert de données. L'Assemblée des départements de France notait même lors de son audition que sur le plan de la téléphonie mobile, il y a eu des régressions, confirmant euh, les aspirations des élus locaux à propos de la couverture du territoire. Une situation que vos rapporteurs veulent aussi dénoncer, car la France se situe à la 40e place des États en matière de couverture téléphonique mobile. Les opérateurs ne sont pas toujours au rendez-vous en termes d'accès aux services pour des motifs d'ordre technique, mais aussi ce qui est plus regrettable. Pour des raisons de rentabilité commerciale, selon les estimations de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, on dénombre 268 communes et 800 centres-bourgs encore en zone blanche mobile. S'il regrette que les opérateurs des deux télécommunications ne soient pas contraints d'apporter des solutions rapides, vos rapporteurs se félicitent de constater sur le terrain les élus locaux prennent le relais sans attendre. En témoigne, en témoigne l'initiative conduite depuis 2016 par le syndicat mixte fibre numérique 5962, créé par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Pour s'assurer de l'aménagement numérique du territoire et de l'accès au très haut débit, les collectivités associées ont décidé de déployer la fibre optique dans les 1159 communes où les opérateurs n'avaient pas manifesté d'intention d'investir, avec pour objectif qu'elle bénéficie à tous les locaux, particuliers et professionnels, y compris dans les territoires les plus reculés. Aujourd'hui, ce sont bien les élus locaux qui sont en première ligne dans la lutte contre le désenclavement numérique, à l'image du syndicat intercommunal d'énergie et DIC Communication de l'Ain. En effet, dès 2006, celui-ci s'est engagé dans le développement de la fibre optique afin de renforcer l'attractivité économique territoriale et d'améliorer la connectivité des habitants en zone rurale. L'objectif fixé par le syndicat est ainsi de doter d'une connexion en fibre optique l'ensemble des communes rurales du département à l'horizon 2021. Dans cette perspective, vos rapporteurs se sont aussi intéressés aux actions conduites par le syndicat mixte du département de la Manche, Manche numérique, qui œuvre depuis 2004 à l'aménagement numérique du territoire en accompagnant les collectivités dans le déploiement des réseaux haut débit et très haut débit par Wi-Fi ou fibre optique. D'autres initiatives méritent d'être mises en valeur, tel le dispositif innovant expérimenté depuis 2015 par la municipalité de Mérargues, dans les Bouches-du-Rhône. Afin de pallier le manque d'infrastructures numériques, la ville a déployé le premier réseau urbain français de l'IFI technologique qui consiste à utiliser les infrastructures d'éclairage public existantes, lampadaires équipées de technologies LED pour transmettre au moyen de la lumière des données numériques sur les smartphones des usagers, donc sans passer par les réseaux mobiles 3G ou 4G.
Ces exemples illustrent combien les élus locaux ont conscience du caractère aujourd'hui stratégique des infrastructures numériques en agissant pour pallier les carences des opérateurs privés ou de l'État. Les élus savent que les réseaux de communication sont l'un des fondements des territoires intelligents en ce qui conditionne l'accès aux services numériques, e-administration, e-éducation, e-santé, etc. Et ils constatent surtout que l'État est encore loin des objectifs fixés par le plan France très haut débit. Leurs doutes sont confirmés par le rapport public de la Cour des comptes du 31 janvier 2017, qui affirme que le gouvernement ne respectera pas son engagement de couvrir l'intégralité du territoire en haut débit d'ici 2022. Plan qui devrait coûter 15 milliards d'euros de plus que prévu. Notre collègue Patrick Chaise indiquait lors de son audition notre pays a mal anticipé la vitesse d'évolution des besoins en matière de numérique. Surtout, il soulevait la question cruciale de la comptabilité des interfaces entre elles. Il nous faut avoir une vision globale des usages, car un jour il faudra bien connecter les nouveaux usages en matière de santé, par exemple, aux interfaces existantes. Cela signifie qu'on ne peut laisser faire tout et n'importe quoi dans chaque territoire. Il faut veiller à la comptabilité des innovations entre elles. Vos rapporteurs partagent cette conviction. L'interopérabilité des systèmes est fondamentale. Et c'est dans cette perspective qu'ils se sont intéressés à l'exemple de l'Estonie, qui a fait le choix de développer à travers une carte d'identité numérique pour ses citoyens une batterie de services en matière d'administration numérique. Le 4 juillet 2013, le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et les départements du Nord et du Pas-de-Calais créent le syndicat mixte. La fibre numérique 5962 avec l'objectif de garantir l'aménagement numérique du territoire en, en concevant, construisant et exploitant des infrastructures de communication électronique dans le cadre du schéma directeur régional du très haut débit. Le 4 novembre 2016, un contrat de concession a donc été conclu afin de déployer le THD dans les collectivités concernées. Ces investissements en infrastructure ont été menés pour développer les services et usages numériques, notamment sous l'angle de la mutualisation entre collectivités au bénéfice des usagers. Les objectifs chiffrés initiaux étaient ambitieux. Équipés de fibres optiques dans un délai de 6 ans l'ensemble des locaux particuliers et professionnels et garantir l'accroissement du débit dans les zones les moins desservies en haut débit d'ici fin 2017. Les choix de la technologie THD présentent plusieurs avantages. Une offre de services plus qualitative en accès quasi illimité, sans contrainte de distance ou de volume de données. En outre, elle apparaît comme une solution efficace pour les particuliers comme pour les professionnels afin d'accéder à une large palette de services numériques, e-administration, e-éducation et santé, et s'inscrit surtout dans les nouvelles pratiques liées à la simultanéité des usages offerts par les objets connectés. La fibre optique est aujourd'hui l'une des rares solutions techniques permettant de répondre à ces exigences de long terme tout en couvrant un territoire de façon équilibrée. Dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, le déploiement du projet THD constitue un investissement public majeur qui couvre à la fois les zones urbaines, 2 tiers du territoire, mais aussi les territoires plus reculés, 1 tiers de la zone, abritant 31% de la population totale des deux départements. Cette initiative publique a représenté pour les collectivités un coût d'investissement total de 900 millions d'euros, dont 260 millions d'investissements publics ainsi répartis. 40% de la région, 20% chaque département et 20% les PCI. Le projet associe plusieurs acteurs privés, Action pour les infrastructures télécoms, Bouygues Énergie et Services pour les solutions et services sur mesure aux infrastructures, et Mirova pour accompagner la recherche de financement ainsi que la Caisse des dépôts dans le cadre de ses missions d'accompagnement
des territoires en matière de transition numérique. L'État a apporté une contribution financière à hauteur de 50 millions d'euros grâce au plan France THD et au Fonds national pour la société numérique établi dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. La Banque européenne d'investissement a également participé au financement du projet à hauteur de 105 millions d'euros dans le cadre de ces investissements destinés à stimuler la croissance et la création d'emplois dans les territoires ruraux. Le déploiement de la fibre optique doit concrètement consolider l'attractivité économique des territoires concernés en se traduisant par de nombreux gains économiques. Selon les projections de la Caisse des dépôts, organisme partenaire dans ce projet, les collectivités peuvent espérer une augmentation des créations d'entreprises sur leur territoire. Par ailleurs, les créations directes d'emplois à temps plein liées au déploiement de la fibre numérique sont évaluées à 2600 sur l'ensemble de la période de construction. Indirectement, les flux d'activité permis par ces nouvelles infrastructures devront reculer le chômage. Dès 2017, dans des départements qui figurent parmi les territoires les plus touchés à l'échelle nationale, la Caisse des, la Caisse des dépôts relève ainsi qu'une commune de 500 à 2000 habitants traversée par un réseau de fibre optique crée en moyenne 6,80 entreprises, contre 5,91 pour une même commune non desservie par un réseau numérique. Enfin, une zone française non dotée d'une technologie de fibre optique avait en moyenne en 2014 un taux de chômage de 10% contre 9% pour une collectivité ayant investi dans un réseau optique. Le syndicat intercommunal d'énergie du département de l'Ain, présidé par notre collègue Patrick Chaise, avait fait le constat dès le début des années 2000 que les opérateurs nationaux n'investissaient pas suffisamment dans les zones rurales françaises pour l'accès à l'Internet. Or, pour ce département, l'un des plus industrialisés de France, l'équipement en fibre optique est apparu très tôt comme une condition nécessaire pour maintenir son attractivité territoriale. En effet, le déploiement de la fibre optique devait répondre à plusieurs objectifs. Il s'agissait de maintenir l'activité industrielle en attirant des investisseurs, mais aussi et surtout de conserver les entreprises locales en limitant les risques de délocalisation. Au-delà de ces impératifs économiques, le déploiement de cette technologie revêtait également un véritable enjeu de désenclavement numérique pour un territoire caractérisé par sa ruralité, avec une densité de 109 habitants par kilomètre. Pour répondre à cette exigence de modernisation du territoire, le CEA a donc déployé à partir de 2006 un objectif de fibre optique sur l'ensemble des collectivités concernées. Les élus locaux ont fait le choix d'une technologie dite FTTH, fibre optique jusqu'au domicile, en raison d'une part de sa durabilité et d'autre part parce qu'elle assure une égalité d'accès significative entre les usagers. En amont, la faisabilité du déploiement de la fibre optique a été expérimentée sur une partie du territoire. Cette première expérimentation a, a permis aux élus locaux de valider les choix techniques et les hypothèses financières, d'établir les contrats et les cahiers des charges, ainsi que de analyser les besoins des clients. Le bilan positif de cette expérimentation a encouragé la généralisation du dispositif à l'ensemble de la collectivité. Pour mener à bien cette extension de la connexion par fibre optique sur l'ensemble du territoire, le SIEA a conclu un partenariat avec l'ensemble des communes de l'Ain pour mettre en œuvre les réseaux publics de fibre optique. Si certaines difficultés ont été recensées lors de la phase de généralisation du projet, le SIEA du département de l'Ain a été précurseur en mettant en œuvre une initiative généralisant la fibre optique sur son territoire dès 2006. Aujourd'hui, ce sont près de 200 communes de ce département rural qui disposent de la fibre optique.
Selon les informations fournies par notre collègue, l'ensemble des communes rurales du département devront être dotées d'une connexion en fibre optique dès 2021. Cette généralisation qui concerne tant les particuliers que les professionnels permettra surtout de consolider l'attractivité du territoire et de renforcer les entreprises locales. Très tôt, les élus du département de la Manche ont souhaité accompagner les collectivités et les établissements publics en matière numérique dès juin 1989. L'Association départementale pour l'informatique et techniques de communication a été créée avec pour principale mission d'apporter aux collectivités une assistance dans le domaine informatique. À l'origine du projet, l'objectif était de mettre en œuvre un réseau d'échange entre les collectivités et les établissements publics concernés, autour d'outils de gestion communs destinés à mutualiser les coûts. Depuis le milieu des années 1990, l'ADITEC a donc été le relais auprès des collectivités de la politique technique d'information et de communication TIC du Conseil général de la Manche. En juin 2004, un nouveau syndicat mixte départemental, Manche Numérique, s'est substitué à l'ADITEC tout en conservant les missions et objectifs initiaux de cette dernière, à savoir aménager numériquement le territoire grâce au déploiement d'infrastructures de télécommunications, promouvoir l'usage des TIC, apporter une assistance informatique de gestion pour les collectivités en manque d'expertise. Pour assurer une mutualisation efficace, les élus locaux ont fait un choix original en se dotant d'une direction départementale des services d'information, unique pour toutes les collectivités locales, rurales et urbaines associées. Ce syndicat est aujourd'hui l'exemple national le plus abouti d'une structure mutualisée. Pour consolider cette innovation, Manche Numérique déploie d'ailleurs actuellement un cloud public mutualisé. Le déploiement et l'exploitation du réseau très haut débit, infrastructures optiques et boucles locales s'opèrent dans le cadre d'un contrat de concession qui doit aboutir à l'aménagement numérique optimal du territoire d'ici 2019. Concrètement, afin de doter le département à sa propre fibre optique, le syndicat a déployé une infrastructure numérique de télécommunications baptisée Backbone universel de service, qui repose sur une dorsale en fibre optique sous laquelle viennent se greffer les réseaux de desserte ou boucles locales. Grâce à ces boucles locales, l'usager peut accéder de manière rapide au réseau Internet. La création du bus qui fédère de nombreux acteurs et associe plusieurs technologies constitue l'un des projets les plus ambitieux réalisés ces dernières années par les autorités publiques dans la Manche. La consultation publique lancée en 2000 avait d'ailleurs permis de recenser les besoins des opérateurs et des usagers, mais surtout de confirmer la nécessité d'une intervention des collectivités. Le premier maillon du bus a été installé en 2002 sur le réseau électrique du réseau de transport de électricité RTE. Environ 95 km de lignes à haute et très haute tension ont été déployés entre les villes de Cherbourg et de Saint-Lô grâce à la technologie câble optique enroulé. Les résultats de l'intervention du syndicat sont positifs. Le réseau optique dont le déploiement se poursuit aujourd'hui mesure plus de 1200 km et a représenté un investissement de 75 millions d'euros. Le réseau Wi-Fi compte plus de 210 relais répartis sur tout le territoire départemental et situés sur des points hauts stratégiques, châteaux d'eau, églises, bâtiments, pylônes, etc. Ce sont désormais plus de 2100 foyers de la Manche, initialement situés dans une zone non éligible à l'ADSL, qui bénéficient d'un accès au haut débit. Grâce à ce réseau numérique, Manche Numérique continue sa couverture du territoire avec une compétitivité optimale, s'engage dans la réalisation de nombreux projets promouvant les nouveaux usages numériques dans divers secteurs d'activité. L'enseignement et la formation, réseau de visioconférence, espace public numérique. Le social et la santé, portail numérique, Manche Santé. L'économie et l'industrie, l'administration, plateforme de dématérialisation, service public local, ou encore les services publics à travers le dispositif des visorelais de services publics.
La ville de Meyrargues est un territoire rural du département des Bouches-du-Rhône qui présente une faible densité de population, 90 habitants par kilomètre en 2013, et doit faire face à un manque d'infrastructures numériques. Dès 2014, la municipalité s'est donc engagée dans une politique de désenclavement numérique du territoire en misant sur une technologie innovante envisagée comme une alternative au moins classique de transmission de l'information par Wi-Fi. L'objectif était de déployer une structure de communication et d'information rapide et efficace permettant aux usagers un accès simple et sécurisé aux données numériques. En novembre 2015, la commune a expérimenté le premier réseau urbain, Smart Lighting, reposant sur une infrastructure d'éclairage public équipée d'une technologie Li-Fi. Concrètement, cette technologie permet la diffusion de données par la lumière sans passer par le Wi-Fi. Les utilisateurs équipés de l'application peuvent recevoir sur leur smartphone les données transmises s'ils se situent à proximité de cette infrastructure. Le territoire municipal a été équipé de 17 lampadaires interconnectés et pilotés depuis un système central situé en mairie, grâce à une carte intégrée et utilisée comme serveur. Chaque lampadaire transmet automatiquement les données vers les smartphones à proximité selon un débit semblable à celui d'un réseau 3G traditionnel. Sécurisé et sans interférence, mais surtout en moyenne 100 fois plus rapide que le Wi-Fi conventionnel, la technologie Li-Fi est aujourd'hui utilisée par un nombre croissant d'entreprises. Par rapport à un réseau public Wi-Fi traditionnel, le, le dispositif Li-Fi présente l'avantage pour ses utilisateurs de n'exiger aucune identification. Ceux-ci peuvent donc rester anonymes et il demeure impossible pour la collectivité de connaître leur identité. Cette technologie présente également l'avantage d'optimiser l'exploitation du réseau de connexion grâce à une bande 10 000 fois plus large que la bande Wi-Fi. Le panel potentiel des personnes connectées à une même prise est en effet beaucoup plus important, tandis que la qualité ou la vitesse du réseau demeure inchangée. La municipalité souhaite désormais approfondir ce dispositif en l'élargissant aux compteurs d'énergie intelligents, Linky, pour maximiser la diffusion instantanée des informations aux habitants accès à l'abonnement ERDF, flux de consommation énergétique, et garantir l'efficacité énergétique en permettant une interaction optimale avec leur habitat. Une modernisation des infrastructures d'éclairage public est également envisagée pour accroître la vitesse de transmission des données. Fin 2006, la ville de Paris lançait son premier marché de fourniture de services permettant l'accès à Internet par la technologie Wi-Fi. À l'époque, le secteur des télécoms et de l'informatique connaît des changements structurels majeurs. Les accès data inclus dans les forfaits mobiles étaient limités et encore chers, et les lieux de connexion ouverts au public, hotspots, étaient restreints, bibliothèques, cafés, restaurants. L'apparition des smartphones en 2007 va transformer les usages d'Internet puisque ces appareils nécessitent une connexion en continu à un réseau. C'est pour pallier ce manque d'offres de connexion et assurer un accès plus généralisé du public à l'information que la municipalité a souhaité proposer un service public d'accès à Internet. Un tel dispositif devait également contribuer à la consolidation de l'attractivité économique et touristique de la capitale. Ainsi, l'objectif initial était de permettre aux 20 millions de touristes annuels de consulter et de réserver en ligne des offres touristiques. Plus largement, les élus locaux souhaitaient aussi moderniser plusieurs services publics parisiens, par exemple en rendant l'ensemble des bibliothèques accessibles numériquement et gratuitement. La municipalité a fait le choix d'une technologie Wi-Fi motivée par son faible coût de mise en place,
par son interopérabilité, par la modularité offerte et également par l'absence de droit d'entrée pour bénéficier du service. Le Wi-Fi apparaissait comme la seule norme de communication sans fil présentant un degré d'universalité tel qu'il pouvait être mis à la portée de tous les terminaux mobiles. Le déploiement du service Paris Wi-Fi a été réalisé par les techniciens de la ville de Paris en partenariat avec un opérateur privé. Ouverte à tous, la connexion Wi-Fi est proposée dans plus de 260 sites publics avec une gratuité durant 45 minutes, durée au-delà de laquelle le service peut être facturé à l'utilisateur. La connexion se fait simplement au moyen d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable, à condition pour l'utilisateur d'avoir préalablement repéré la signalétique par Wi-Fi sur le site public afin de détecter le réseau par Wi-Fi, suivi d'un chiffre assimilé au lieu de connexion sur son appareil informatique. Pour finaliser cette procédure, l'utilisateur doit compléter un formulaire et accepter les conditions générales d'utilisation. Cette simplicité procédurale permet à chaque passant d'accéder rapidement au service. La session de connexion dure 2 heures, avec possibilité de renouvellement et accessible en fonction des horaires d'ouverture du site public concerné. Déployé dans la capitale depuis maintenant 10 ans, le service Wi-Fi public est devenu un véritable succès populaire et technique. Plus de 150 000 utilisateurs mensuels utilisent aujourd'hui 532 bornes réparties sur l'ensemble du territoire municipal. Les élus locaux se félicitent également que ce service connaisse encore un accroissement exponentiel de son utilisation. Forte de cette expérience, la ville de Paris a souhaité élargir son dispositif Wi-Fi public à l'ensemble du territoire de la capitale. C'est dans cette perspective et afin de moderniser ses infrastructures numériques que la municipalité a récemment lancé une procédure d'appel d'offres. Considéré comme l'un des dragons asiatiques pour son taux de croissance industrielle élevé au cours des 20 dernières années, Singapour a très tôt misé sur l'intégration des nouvelles technologies pour maintenir son attractivité à l'échelle internationale. L'accent a été mis en particulier sur le numérique par les pouvoirs publics au point de faire de cette ville-État une référence mondiale en matière de Smart City. Aujourd'hui, sa prospérité économique dépend largement de l'accès aux services publics. Il est par exemple possible de créer une société en ligne en moins de 72 heures. Selon la Banque mondiale, le déploiement d'un réseau numérique très haut débit, considéré comme un élément facilitateur des affaires, expliquerait largement l'attractivité dont jouit Singapour. Déjà doté d'un réseau haut débit performant, Singapour a décidé dès 2007 de mettre en place des infrastructures innovantes de très haut débit en open access. L'objectif de ce plan était d'offrir à l'ensemble des utilisateurs une connexion permanente et de qualité à l'horizon 2015. Grâce à plusieurs plans d'investissement public, les autorités ont réalisé un réseau autorisant un haut niveau de transmission des données numériques. Aussi, quand les Français disposaient à cette date d'un accès numérique atteignant une vitesse moyenne de 8,2 mégabits, les réseaux singapouriens offraient déjà une vitesse moyenne de connexion 16 fois plus rapide avec 135 mégabits. Aujourd'hui, le très haut débit disponible dans la ville de Singapour est proposé à des tarifs compétitifs pour une vitesse record à l'échelle internationale, permettant par exemple aux utilisateurs de télécharger un film en haute définition de 2 heures en 90 secondes. Si ce territoire est considéré comme attractif pour les investisseurs, c'est en particulier grâce à ces infrastructures numériques modernes pour les spécialistes français du numérique.
L'exemple de Singapour est donc riche d'enseignements. En comparaison, notre pays présente encore aujourd'hui de trop nombreuses zones blanches et le niveau de dépenses publiques par habitant dans un réseau de fibre optique reste faible. Seulement 30 euros par habitant en France contre 188 euros par habitant à Singapour. Avec une concurrence entre les territoires qui se joue désormais de plus en plus sur le terrain des services et des réseaux, le développement d'un réseau numérique performant est aujourd'hui sans conteste une condition indispensable de la compétitivité des territoires. En quelques années, l'énergie est devenue un domaine clé de la ville du futur, se situant au carrefour des enjeux d'édification de territoires intelligents, mais aussi en termes de protection de l'environnement, participant pour plus de 60% aux émissions de gaz à effet de serre. L'énergie représente en effet une dimension essentielle de la lutte contre le réchauffement climatique, que ce soit par la diminution du recours aux énergies fossiles ou par le développement des énergies renouvelables. Si aujourd'hui les nouvelles technologies accompagnent de façon privilégiée le mouvement complexe de transition énergétique vers un modèle plus décentralisé de production et de distribution de l'énergie, elles contribuent surtout à donner davantage de pouvoir aux consommateurs et aux collectivités territoriales. Désormais, celles-ci peuvent par exemple s'appuyer sur des systèmes énergétiques dits intelligents ou smart qui permettent, grâce à des capteurs collectant des milliers de données géolocalisation, température, prix de l'énergie, d'offrir un pilotage plus fin et plus économe de la production et de la consommation. Depuis une vingtaine d'années, c'était principalement en matière de production d'énergie que les collectivités territoriales faisaient preuve d'innovation sans surprise. Ce sont les énergies renouvelables qui ont offert aux élus locaux les techniques les plus innovantes: panneaux solaires, géothermie, éolien, biomasse, hydroélectricité, cogénération, et une vaste gamme de solutions pertinentes adaptées aux réalités locales. Mais plus récemment, c'est davantage à travers les technologies connectées que les collectivités territoriales ont entendu innover, que ce soit pour chauffer les bâtiments, éclairer les rues ou encore utiliser une borne de recharge de véhicules. C'est l'énergie électrique qui est aujourd'hui particulièrement sollicitée. Au cœur de cette révolution, les réseaux sont donc devenus essentiels, véritables systèmes nerveux de la gestion de l'énergie. Les réseaux intelligents ou smart grid se tournent vers la gestion monitoring en temps réel, rendue possible par les outils numériques, capteurs, compteurs, communicants. Ces réseaux intelligents confortent ainsi un triple obje- un- Ces réseaux intelligents confortent ainsi un triple objectif: favoriser les énergies renouvelables, répondre à la croissance de la demande et offrir davantage d'efficacité énergétique. Pour les déployer, les opérateurs peuvent d'ailleurs compter sur un tissu d'entreprises innovantes et souvent, et souvent françaises. Concrètement, grâce à des milliers de capteurs faisant remonter les informations sur le fonctionnement des réseaux outils de Big Data, cette technologie de dernière génération offre un pilotage bien précis. Les collectivités peuvent donc proposer un meilleur service aux usagers et optimiser leur gestion de l'énergie au moment où elles doivent atteindre des objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique. Réduire de 60% la consommation énergétique des bâtiments tertiaires d'ici 2050. C'est dans cette perspective que vos rapporteurs ont choisi de mettre en lumière l'initiative de la ville d'Issy-les-Moulineaux, qui utilise la domotique au service de l'ajustement des consommations énergétiques dans certains de ces logements depuis 2013. Des écrans tactiles installés dans 1620 appartements concernés par cette innovation délivrent des informations qui permettent aux usagers de suivre leur consommation d'énergie et d'ajuster numériquement en temps réel l'utilisation de la lumière, des volets ou encore du chauffage.
Vos rapporteurs se sont également intéressés à la métropole de Rennes, qui a lancé en 2015 un programme expérimental baptisé Rennes Grid, qui doit prochainement entrer dans sa phase de réalisation. Il s'agit d'un réseau intelligent destiné à garantir l'autoconsommation mutualisée à l'échelle d'un quartier par la collecte de données et l'ajustement en temps réel de la production et de la consommation d'électricité photovoltaïque. Concrètement, le compteur intelligent déployé doit permettre d'anticiper les variations de consommation d'électricité et donc d'optimiser la production d'énergie nécessaire. Aujourd'hui, un nombre croissant de collectivités se tournent vers la collecte de données de consommation énergétique de leurs bâtiments publics pour envisager des leviers d'économie. C'est par exemple le choix de la municipalité du Chênay, dans les Yvelines, qui a lancé en 2016 une application destinée à rationaliser la consommation énergétique de ses bâtiments en exploitant les données collectées croisées avec des paramètres extérieurs tels la météo. La ville a identifié des actions concrètes d'économie d'énergie à mettre en œuvre à, et des actions de rénovation à, à conduire pour optimiser sa consommation. Pour une gestion plus économe des ressources, les collectivités investissent aussi de plus en plus le terrain de l'éclairage public. Les élus locaux savent qu'en agissant sur ce type d'équipement public, ils peuvent aisément réaliser d'importantes économies d'énergie et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les opérations de rénovation du parc d'éclairage public représentent une formidable opportunité les, pour moderniser les territoires. Vos rapporteurs ont voulu l'illustrer à travers l'exemple de la ville de Chartres, qui a développé en 2015 une solution d'éclairage public intelligent, Smart Lighting, qui repose sur un bouquet de technologies innovantes, luminaires LED, détecteurs de présence, télégestion, et a permis une réduction des consommations énergétiques. Vos rapporteurs se sont également intéressés à des initiatives innovantes conduites à l'étranger. La ville de Los Angeles, en Californie, a massivement déployé sur son territoire des éclairages LED plus économes. Elle a fait le choix d'un système d'éclairage public connecté et centralisé à travers le contrôle à distance de chaque lampadaire. En pratique, le gestionnaire peut réguler à distance l'intensité des 100 000 points lumineux télégérés et donc contrôler en continu l'état de fonctionnement du réseau. Ce suivi en temps réel offre une plus grande flexibilité et une sécurité améliorée puisque les coupures ou les défaillances entraînent une notification immédiate qui déclenche l'intervention du personnel municipal, désormais dispensé des traditionnelles rondes de surveillance. C'est enfin la ville d'Amsterdam qui a suscité l'intérêt de vos rapporteurs pour sa construction d'un bâtiment durable au service de l'optimisation des consommations énergétiques. Dans ce bâtiment tout à fait conçu pour réduire un maximum l'empreinte écologique, et de nombreuses technologies ont été mobilisées à cette fin. Parking doté de prises électriques pour rechercher les véhicules, toits et façades équipés de panneaux solaires, plafond muni de capteurs à détection de présence pour réguler l'éclairage intelligent et la température, objets connectés par exemple pour commander des repas, etc. Outre le fait que cet édifice est présent aujourd'hui comme le bâtiment le plus écologique du monde, l'intégration des nouvelles technologies représente aussi une opportunité les, pour améliorer les conditions de travail des salariés. Considérée comme un modèle de Smart City en France et en Europe, la ville d'Issy-les-Moulineaux a très tôt fait le choix d'utiliser les nouvelles technologies numériques dans de nombreux domaines: déchets, administration, mobilité durable, etc. En favorisant le développement des services numériques, la ville entendait consolider la- euh, l'attractivité du territoire.
Les investissements consentis dans ce secteur ont permis en moins de 20 ans de développer une économie performante et génératrice d'emplois. Cette orientation en faveur du numérique a également été motivée par une volonté de répondre plus efficacement aux attentes des habitants en matière de services. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, la collectivité a déployé un système, un système innovant de domotique. Dans les habitations, concrètement, il s'agit de mettre à disposition des usagers un système d'ajustement des consommations énergétiques tenant compte d'éléments externes, météo ou internes, habitudes de consommation du foyer, afin de réduire le gaspillage énergétique. La domotique au service de la rationalisation des consommations énergétiques a été mise en projet dans la collectivité dès 2011 et déployée dans le quartier du Fort d'Issy dès 2013 lors de sa construction. Ce service permet aux habitants de suivre leur consommation d'énergie en temps réel et de pouvoir l'ajuster en fonction des informations délivrées par le système. Grâce à un écran tactile installé à l'entrée de chaque appartement, les habitants peuvent gérer numériquement l'intensité de la lumière et du chauffage, le degré d'ouverture ou de fermeture des volets, contrôler l'accès aux zones d'entrée de l'immeuble ou encore accéder à des informations en direct comme la météo, le trafic routier ou l'actualité. Cet outil informatique connecté à Internet permet surtout de programmer des scénarios de vie en fonction d'éléments externes, d'être informé en temps réel des consommations d'énergie réalisées ou encore de piloter les usages à distance grâce à un smartphone. Il est possible par exemple de paramétrer la fermeture automatique des volets ou de déclencher instantanément l'éclairage de l'appartement au, au coucher du soleil. La domotique qui offre aujourd'hui des usages multiples s'inscrit dans les orientations prises par la collectivité en faveur du numérique depuis plus de 20 ans. Elle a été déployée avec succès dans l'ensemble des habitations du quartier du Fort d'Issy, soit 1620 logements concernant 3500 habitants. Interrogés sur leur degré de satisfaction, ces derniers font état de résultats positifs. Selon les chiffres transmis par la municipalité, 95% des résidents se disent satisfaits de la qualité de vie dans cet écoquartier et 70% déclarent avoir réduit leur facture énergétique grâce à l'ensemble des prestations fournies dans le domaine énergétique. 67% estiment que la domotique installée dans les logements facilite leur vie quotidienne. Grâce à l'ensemble de ces actions, la ville réalise désormais des économies de l'ordre de 2000 tonnes de CO2 par an. Cette orientation a été de nature à renforcer l'attractivité de la ville, qui compte aujourd'hui 35% d'habitants supplémentaires et a créé 50 000 emplois, dont la moitié dans les secteurs de la communication et du numérique. Cette initiative a été récompensée du label Ecopolis, de la commission Attali et du prix Écoquartier en 2011. Selon les élus, elle a permis de rationaliser les consommations énergétiques dans les logements. Cette technologie est aujourd'hui un outil que peuvent privilégier les, les collectivités territoriales pour répondre aux nouvelles exigences en matière de consommation énergétique des bâtiments. Afin, afin d'encourager la transition énergétique, Rennes Métropole s'est engagée dans une politique de développement durable reposant sur la réduction de ses consommations, mais surtout sur la production et la consommation d'énergie renouvelable locale. C'est dans cette perspective qu'elle a initié un projet expérimental de pilotage intelligent Smart Grid du réseau électrique de la ZAC de Kerlan, au sud-ouest de la ville de Rennes. La collectivité a fait le choix d'un réseau intelligent pour piloter de façon optimale la production et la consommation énergétique grâce à l'analyse des données, mais aussi de mobiliser une source locale d'énergie, à savoir le photovoltaïque. De plus, ce choix technologique est de nature à consolider à terme
l'attractivité économique et le rayonnement de la collectivité, qui peut s'appuyer sur un potentiel notable d'intelligence locale, reposant sur plusieurs laboratoires de recherche ainsi que sur la présence d'une école normale supérieure ENS qui favorise l'innovation. Ce projet de Smart Grid a été initié en janvier 2015 par la métropole en collaboration avec plusieurs partenaires publics et privés qui ont chacun apporté leur expertise et leur savoir-faire. Il vise à assurer l'autoconsommation d'électricité renouvelable à l'échelle d'un quartier tertiaire existant, sur le principe de réseaux énergétiques dits intelligents qui permettent, grâce à l'utilisation des données locales, une rationalisation des consommations énergétiques. Ce projet, qui doit entrer dans sa phase de réalisation fin 2017, reposera sur une technologie photovoltaïque et de stockage lithium qui a déjà fait ses preuves et qui apparaît selon les études préalables comme plus adapté au territoire en comparaison avec l'éolien ou l'hydraulique. Concrètement, des panneaux photovoltaïques seront installés sur une zone de 3,4 hectares en toiture et sur des ombrières de parking du site de Kerlan pour une durée de 20 ans, afin de produire de l'énergie renouvelable en grande quantité. Des dispositifs de stockage seront également installés pour utiliser en période de pointe l'électricité renouvelable produite lors des périodes de faible consommation. Selon les projections, une telle perspective de long terme doit garantir à la collectivité une réelle efficacité dans l'ajustement de ses consommations énergétiques. Pour gérer les domaines énergétiques, pour gérer les domaines, pour gérer les domaines énergétiques collectés, des compteurs intelligents Linky seront installés sur l'ensemble du territoire expérimental. Ils permettront à la société partenaire de fournir un détail exhaustif des données de consommation énergétique à la métropole de Rennes. Les premières évaluations qui seront menées dans le cadre du projet René Grid devront permettre de vérifier si d'ici fin 2017, les objectifs initialement fixés ont été atteints. Dans l'immédiat, le projet devrait avoir un impact positif en termes de développement économique et d'aménagement du territoire. Transition énergétique, opération foncière, Smart City. À terme, grâce aux compteurs intelligents, la métropole espère surtout mieux anticiper les variations de consommation d'électricité et adapter la production d'une énergie renouvelable locale en réduisant sa dépendance aux énergies carbonées. Si les résultats positifs sont confirmés, la métropole envisagera à moyen terme d'élargir ce système à d'autres sites de la collectivité non encore choisis par les responsables locaux. Zones d'activité économique existantes, campus, zones mixtes tertiaires et logements. Dans un souci de promotion du développement durable et afin d'optimiser ces charges liées aux dépenses d'énergie, la ville du Chennai a souhaité mesurer l'efficacité énergétique de ses habitants publics. Toutefois, la principale difficulté pour les élus locaux était de comparer de façon pertinente la consommation des différents sites composant le patrimoine de la municipalité. En effet, afin de parvenir au meilleur diagnostic, chaque édifice public devait être géré individuellement en raison des différences dans les usages et les horaires de fonctionnement. Pour relever ce défi, les élus se sont donc tournés vers un dispositif numérique innovant de collecte et d'analyse des données de consommation énergétique baptisé DeepKey. L'application DeepKey a d'abord été déployée dans l'hôtel de ville, puis dans d'autres bâtiments publics. Cette démarche visait à exploiter les données de consommation énergétique existantes.
Ces données ont ensuite été croisées avec des paramètres extérieurs comme la météo, puis analysées pour identifier des sources potentielles d'économie d'énergie. Sur la base des données énergétiques récoltées, une classification des bâtiments publics a pu être proposée en tenant compte des spécificités de chacun. L'étude comparative opérée par l'application a permis à la municipalité d'établir un plan d'action efficacité énergétique. 5 bâtiments à rénover prioritairement et 12 actions d'économie d'énergie concrètes à mettre en œuvre ont ainsi été recensées. Selon les élus municipaux, l'expérience est d'ores et déjà concluante, puisque l'application numérique déployée depuis 2016 pour exploiter de façon exhaustive les données statistiques est devenue en quelques semaines un outil précieux pour rationaliser la consommation d'énergie des bâtiments publics du Chênay. Les élus locaux se félicitent surtout de pouvoir mettre en place des actions concrètes grâce à l'exploitation de données existantes. Vive la France, vive la démocratie française.